Nouveau rendez-vous Ironman sur l'antenne de Sport Plus, cette fois-ci direction l'Angleterre pour le rendez-vous phare de la saison de triathlon longue distance et formule Ironman, le fameux triathlon UK. Salut Laurent Chopin. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Laurent Chopin qui officie cette fois-ci sur cette distance. Ça faisait longtemps. On a effectivement quitté les courtes distances et les triathlons sprint que vous avez pu récemment vivre, nous faire vivre sur l'antenne de Sport Plus. Cette fois-ci Laurent, on va s'attarder sur cette course, j'irais presque sur ces courses, ce fameux format Ironman qui ne cesse de multiplier, je dirais presque, les destinations et surtout nous étonner parce que c'est vite plein. Oui, mais c'est des courses très populaires et c'est vrai que par rapport à la courte distance et notamment au circuit WCS, même s'il y a les courses des groupes d'âge, des courses amateurs où on l'a vu par exemple sur Londres où il y a quasiment 10 000 participants, là on est sur les pros qui courent avec les amateurs et les catégories d'âge. Et quand vous parlez effectivement de la multiplication des courses, c'est vrai d'un point de vue géographique, mais c'est vrai aussi dans ce type de compétition où chacun vit sa course. Sur le court distance, il y a maintenant de moins en moins, les athlètes sont de mieux en mieux entraînés, quel que soit leur niveau, donc il y a moins le finir n'est plus le challenge sur Ironman, ça reste encore le challenge et chacun fait sa course. Chacun vit son expérience et c'est toujours une expérience individuelle pour l'ensemble de ces triathlètes. C'est ce que nous allons pouvoir découvrir ensemble et on va s'attarder tout d'abord sur un Frenchie ou un Français en Grande-Bretagne, Romain Guillaume. On est en Angleterre. Donc Romain Guillaume qui décide, je dirais, de parfaire son expérience sur cette distance-là et qui a des ambitions déjà bien affichées, finir prochainement, pas forcément cette année car il ne le fera pas, mais prochainement sur Hawaï, au moins parmi les 5 meilleurs. My first dream is an Ironman victory. Voilà ce que nous dit et nous confirme Romain. Un de ses rêves, bien sûr, remporter une victoire sur distance Ironman et puis s'afficher sur les fameux championnats du monde. Un de ces 4, le plus tôt possible parmi les 5 meilleurs. Alors bien sûr, ici à Bolton, il y aura une concurrence assez féroce. Il y aura notamment parmi les messieurs, Nick Sanders, Domenico Passuelo, et puis un homme aussi qui commence à faire parler de lui de plus en plus, Aaron Farlow, l'Australien qui vient ici courir une compétition suffisamment compliquée, quelques jours seulement après avoir couru à l'Alpe d'Huez. Côté féminin, on se souvient de la victoire d'Yvette Grice l'an passé, elle avait dépassé Bella Bellis dans les derniers kilomètres à pied, c'était presque une victoire surprise, il n'empêche que c'est la tenante du titre et que cette identité-là, il va falloir qu'elle l'assume. En plus d'Yvette Grice, Laurent, en plus d'Yvette Grice, Diana Ressler, une jeune athlète allemande qui elle aussi commence à de plus en plus s'afficher sur distance Ironman après ses perfs en Afrique du Sud en Autriche. Elle est en quête d'une première victoire. C'est ce qu'elle nous dit, j'ai déjà effectivement réalisé 2 courses sur distance Ironman qui se sont plutôt bien terminées, mais je n'ai pas encore réussi à monter sur la plus haute marche et j'aimerais bien y parvenir ici. Parmi les concurrentes de Diana Ressler, il y a Désirée Ficker, justement, qui avait pris une 2e place à Hawaï en 2006, l'américaine. Il y a aussi Christine Müller, jeune allemande, connue pour ses performances en course à pied, petit gabarit très rapide. Et puis, bien sûr, il y a la fameuse Yvette Grice, tenante du titre, dont on a parlé il y a quelques secondes. Qu'est-ce que ça confère comme, je dirais, responsabilité? Est-ce que ça, je dirais, automatise systématiquement la pression sur les épaules d'une concurrente ou d'un concurrent qui s'est affiché, qui a remporté l'épreuve? C'est ce que nous dit Yvette. Elle nous dit effectivement, on me regarde en me disant, écoutez, vous allez faire la passe de 2, c'est évident, vous êtes chez vous, il n'y a pas de doute là-dessus. Non, elle prend tout de suite du recul en disant, je vais essayer de faire de mon mieux, ce sera déjà pas mal. Et c'est aussi la grosse différence entre cette distance et les plus courtes distances. C'est que il peut se passer énormément de choses sur la course, beaucoup de paramètres à gérer, on y reviendra tout au long de cette épreuve, et il n'y a aucune certitude quant à l'issue. Donc ce que je voulais vous dire tout à l'heure Vincent par rapport à la dénomination championnat du monde. On est sur une petite concurrence entre la WTC et l'ITU, donc la Fédération internationale et l'Ironman Corporation, qui chacun veut son championnat du monde. Et c'est vrai que le championnat du monde officiel, c'est celui de l'ITU. Après, l'appellation Hawaï, c'est autre chose, mais Hawaï se suffit en soi. Et c'est ce qu'ils nous précisent tous, ceux qui sont engagés ici et qui nous parlent à quelques minutes du départ. C'est un engagement personnel, c'est effectivement une aventure humaine.
un petit peu nerveux. Un petit peu nerveux, nous confirme cet athlète engagé. C'est son premier engagement sur cette distance-là. Et ils sont nombreux, de plus en plus nombreux justement à faire ce choix. Elle a carrément la trouille. C'est ce qu'elle nous dit. Elle a presque envie de pleurer. Elle n'hésite pas une seconde, elle exprime son sentiment. C'est son 18e Ironman. Et il ne sait toujours pas pour quelle raison il enchaîne de telles courses. C'est tout à fait caractéristique de ce genre d'épreuve. Alors il me dit bien sûr, c'est l'aventure humaine, rencontrer du monde aussi, et puis effectivement le défi personnel. Lui il a appris à nager il y a quelques mois seulement. Et il va le faire, il en est certain. Et oui, c'est souvent une aventure collective, une aventure de club, une aventure de copains, une aventure familiale aussi. Lui espère simplement passer sous la fameuse barrière des 17 heures qui exprime en quelque sorte le temps limite imparti. Pour ce qui le concerne, il n'y avait pas de doute là-dessus. Il est chez lui et il avait donc tout intérêt à venir faire cette épreuve. Le choix qu'a fait Aaron Farlow est un choix un peu différent. Il est australien. Il avait fait, ou du moins il a intégré le team TBB entraîné par Brett Sutton récemment. Et on sait que Brett Sutton, comme coach, a plutôt l'habitude, ou du moins pour habitude, de motiver ses athlètes. Et Aaron Farlow, il a un programme assez soutenu pendant tout cet été et toute cette campagne européenne. Et il nous dit qu'il est venu ici parce que tout simplement dans le cadre de sa préparation, ça s'inscrivait, qu'il est un pote d'entraînement de Stéphane Bellis et de Bella Bellis, qui lui ont dit suffisamment de bien de cette épreuve, qu'ils ont remporté eux de leur côté déjà par le passé, et que donc c'est tout naturellement qu'il venait se frotter à cette épreuve. Et oui, et Brett Sutton qui est dans le milieu depuis très très longtemps, qui est probablement, en tout cas l'un de ceux, mais probablement l'entraîneur le plus titré avec ses équipes, aussi bien sur courte distance que sur longue distance. Et c'est vrai qu'il a la réputation d'être un entraîneur qui fait énormément travailler ses athlètes et qui utilise les courses comme aussi moyen d'entraînement. On se souvient il y a quelques années, Joan King, spécialiste de courte distance, qui était venue faire un Ironman en Allemagne. Elle savait même pas le matin ou la veille qu'elle allait prendre le départ. Elle avait 8 heures d'entraînement à faire, et ben elle a fait un Ironman, pardon. 1200 compétiteurs donc ici qui prennent le départ de cette nouvelle édition de l'Ironman de Grande-Bretagne, Paddington Flash, de Flash, c'est le plan d'eau, donc il les accueille pour cette première épreuve de la journée, 3,8 km de natation, pas de surprise. Alors pas une densité super importante pour ce qui concerne les professionnels, beaucoup d'amateurs et c'est normal, et parmi les pros dont on parlait tout à l'heure, Romain Guillaume et Aaron Farlow principalement, eux se mettent en tête de course très rapidement. Pour Romain, c'est plutôt favorable, sachant que lui, il a tout intérêt à enchaîner natation, vélo de manière assez agressive. Hein. Oui, il est certain, il le sait puisqu'il connaît ses adversaires. Il est préférable pour lui de pouvoir poser le vélo avec une avance assez substantielle. Mais là, il est là où il l'a dit, il est là pour apprendre, il est là aussi pour forger son expérience pour Hawaï dans quelques années, peut-être dès l'année prochaine. Et là, c'est ce qu'il nous précise, il s'est senti bien assez vite dans cette première partie de la journée au programme des compétiteurs. Il a pris les pieds d'Aaron Farlow et ceux d'Oliver Simon, qui est en fait un Gallois qui est avec le bonnet rouge en fait en deuxième position pour l'instant. Ça évolue entre Farlow et Simon pour ce qui concerne la tête de course, mais lui, Romain Guillaume a choisi de rester un tout petit peu en retrait. Il n'empêche que ça lui a plutôt porté chance parce que, ou du moins ça a été efficace d'un point de vue de sa stratégie, parce qu'il y a eu rapidement un écart qui s'est creusé avec les poursuivants immédiats. Oui, et puis vous l'avez dit, la densité de pro n'est pas super importante, mais c'est aussi ce que vous avez précisé en préambule, lié au nombre de courses que la WTC propose sur l'ensemble de la saison et son mode de qualification, et qui permet aux athlètes de choisir en fonction du profil, aussi éventuellement en fonction de la concurrence, pour aller marquer ces fameux points qui sont synonymes du précieux sésame pour aller à Hawaï. 44 minutes, 58 secondes pour Oliver Simon. Rapide, effectivement, rapide. Le Gallois. Deuxième place pour Aaron Farlow à la sortie de l'eau. Romain Guillaume est en troisième position. Derrière, ça suit. Ça, c'est un groupe d'âge, un amateur reconnaissable au bonnet vert. Belle performance pour ces nageurs. Il y a toujours des amateurs qui sont très performants en natation et qui assurent le spectacle et qui, je dirais, dynamisent un petit peu ce premier rendez-vous de la journée. Ça, c'est Miguel Platero qui sort en 47 minutes et 1 seconde. Paul Hawkins, 47-02 juste derrière, donc
c'est pas tout à fait encore dessiné. Pour l'instant, La le journée est trio longue, de tête, Vincent, hein. voilà, le trio de tête a une bonne minute 30, 2 minutes d'avance, mais la journée est loin d'être terminée. Ce qu'on remarque d'ores et déjà, Laurent, et on en parlait il y a quelques secondes, c'est que Romain Guillaume, il est déjà dans le rythme. Hein. Oui, il est complètement dans le rythme et c'est important, même si la natation n'est pas, contrairement aux courtes distances, très décisive, il est quand même important, et Romain a tout à fait raison de se placer tout de suite sur la tête de course. Comme ça, il va pouvoir gérer son effort. Il ne va pas être obligé, avec un déboire de 3-4 minutes, de quelques minutes en tout cas, de faire l'effort sur le vélo, parce que mentalement c'est complètement différent, pour essayer de revenir sur la tête de course. Là, il y est déjà. Et en étant tout de suite sur la tête de course, il va pouvoir gérer son effort. Et c'est très important sur ce type de distance de ne pas subir. Aaron Farlow, le troisième donc, a quitté l'aire de transition pour attaquer les 180 km parcours au prévu justement à ce jour ici à Bolton. 3 tours hein, avec, simple, regardez 2222 mètres de dénivelé positif. C'est effectivement assez impressionnant, mais ça fait partie aussi de la spécificité de cette épreuve disputée dans le Lancashire, c'est que c'est effectivement relevé très physique. Yvette Grace, c'est la première de ces dames, a quitté The Flash en 50 minutes et 32 secondes, 19e au classement général, toutes catégories confondues. Deuxième place pour Monica Stadelman à 2 minutes 30 derrière. Donc 2 minutes 30 d'avance pour Yvette Grace, qui n'en profite pas vraiment apparemment. Là, petite erreur commise, ou du moins petite absence de lucidité momentanée. C'est pas comme ça qu'elle va pouvoir creuser son écart, notamment sur Diane Ressler, qui sort de l'eau après 54 minutes et 27 secondes. Diane Ressler qui a intégré aussi récemment le team QB de Brett Sutton. C'est quoi? C'est une mode? C'est un phénomène? Oui. Qu'est-ce qu'on explique? Qu'est-ce qu'on dit? C'est pas forcément une mode, c'est, j'aurais tendance à dire, la suite logique de la progression de ce sport et notamment de cette distance. Parce qu'il y a aussi le team Abu Dhabi, il y a pas mal d'équipes qui se forment. Et c'est la corrélation, la conjonction, on va dire, le chemin parallèle entre le développement via la WTC de ce circuit qui doit emmener à Hawaï, et la volonté de ces athlètes de pouvoir se répartir, de pouvoir utiliser les teams au niveau de l'entraînement et puis les teams au niveau de la logistique pour justement pouvoir profiter de l'ensemble de cette logistique pour vivre correctement une saison et se qualifier pour Hawaï. Ça veut dire qu'on était pro par le passé et qu'on est pro et organisé maintenant quand on fait du longue distance et voilà, du distance Ironman. Par le passé on était pro et organisé individuellement, maintenant on est pro et organisé collectivement. Et on connaît l'importance du collectif, surtout quand on s'entraîne 30-35 heures pour ces distances-là. Il est vraiment très très important de pouvoir s'entraîner en groupe. C'est une source de motivation supplémentaire. Son coach, c'est Stéphane Palazzetti, en l'occurrence le coach de Romain Guillaume. Ça, c'est Aaron Farlow qui est en deuxième position. Romain Guillaume qui creuse rapidement un écart substantiel. Et puis le gros avantage aussi du team, c'est que économiquement, ça peut permettre de mieux vivre, puisque on ne gère pas un athlète, on gère une équipe, et les partenaires peuvent être intéressés justement pour, si on a une quinzaine d'athlètes dans son team, de pouvoir être représentés sur plusieurs sites sur quasi une même période ou sur une période très courte, et pas seulement un athlète qui va faire deux ou trois courses dans la saison et puis se qualifier pour Hawaï. C'est-à-dire qu'on multiplie la possibilité de la communication. Allez, on retrouve Romain Guillaume en tête de la course. Parcours cycliste ici, à Bolton. Oupla! Ça commence pas terrible, hein. Petite chute, j'espère sans gravité, on espère sans gravité, en tout cas une chose est certaine, il a déraillé, ça c'est sûr. Il s'en est pas encore aperçu. Il a dû glisser, voilà. Alors est-ce que c'est la bande blanche, est-ce que c'est le revêtement, est-ce que c'est le choix du virage ou pas, mais le revêtement est pas terrible. J'ai pas eu l'impression qu'il mette énormément d'angle, le virage avait l'air assez simple et c'est vrai que le revêtement est très très humide, on a vu la bande là qui était un petit peu rugueuse avec une petite déclivité. C'est voilà. C'est un peu préjudiciable, j'espère qu'il s'est pas fait mal. Il se fout de savoir s'il est blessé ou pas, Romain. Ce qui compte, c'est l'écart qu'il sépare de son poursuivant immédiat, Aaron Farlow. Il a perdu l'estime, il va perdre grosso modo 45 secondes à 1 minute sur un événement comme celui-ci. Ouais, de façon en valeur absolue sur la chute. Maintenant, c'est la résonance de cette chute. Déjà, s'il n'y a pas de blessure, visiblement il n'y a pas de blessure importante, mais c'est la montée d'adrénaline, pardon. Et puis la façon dont il va gérer la suite, pas repartir trop vite, parce qu'effectivement il a perdu quelques paquets de secondes, mais c'est pas l'obligation n'est pas de le reprendre tout de suite. Donc c'est vraiment cette gestion qu'on va voir s'il a mis de l'angle. A priori, non, rien, c'est la roue avant qui décroche. Voilà, le revêtement est de moins bonne qualité. C'est sans doute la différence de revêtement qui l'a emmené à terre.
Maintenant, pas à l'œil, pas d'erreur particulière technique en tout cas. Petite inspection là de routine, histoire de Voilà, voir parce si qu'il le y a ça matériel. aussi. Exactement. Eh oui, il faut voir si tout tient correctement, si le dérailleur est bien accroché à la bonne place et qu'il n'est pas en train de traîner dans la roue lenticulaire. Oui, ou Ça si on peut repasser le petit plateau, parce qu'il va être Exactement. utile sur ce parcours. En tout cas, il en remet quelques watts là, Romain Guillaume, il a récupéré. Est-ce qu'il est redevenu lucide aussi C'est ça, la chute rapidement? C'est ça la chute qu'il faut savoir gérer, c'est retrouver tout de suite sa lucidité, pas se laisser emporter par son émotion, qu'elle soit dans le sens où on va repartir très vite ou dans le sens il m'est arrivé un fait de course et voilà, j'ai pris un petit coup sur la cafetière et je vais avoir du mal à le gérer. Monica Stadelman en deuxième position de la Voilà, course on est du féminine. braquet. Elle n'est pas au mieux pour l'instant. Derrière, avec cette espèce de facilité déconcertante, Diana Ressler en troisième position. L'Allemande qui revient progressivement sur Monica Stadelman, l'Autrichienne. On voit la différence de style, on voit effectivement que l'aisance n'est pas tout à fait la même et ça se traduit inévitablement par un dépassement. Laurent, désormais c'est Diana Ressler, l'Allemande qui est en deuxième position derrière Yvette Greis. Yvette Greis qui a eu du mal à démarrer sa course cycliste, on l'a vu perdre son bidon tout à l'heure. Autrement dit, il n'était pas totalement pour l'instant lucide et dans sa course. On va pouvoir ensuite vivre tout ça ensemble un tout petit peu plus tard. On marque une petite pause, on respire et on se retrouve dans une poignée de secondes pour la suite de cette épreuve disputée ici à Bolton. De retour sur cet Ironman de Grande-Bretagne, Yvette Greis en gros plan, leader de la course féminine. Et c'est Romain Guillaume qui est lui le leader de la course masculine. Laurent, Romain qui a chuté un peu plus tôt lors du premier tour et qui pour l'instant échange avec le caméraman. Il lui reste 56 miles à faire, il est à mi-parcours exactement. Et voilà, c'est ce qu'il précise, il a besoin d'enregistrer au moins 10 minutes d'avance sur ses poursuivants à l'entame du parcours pédestre s'il veut avoir une quelconque chance de l'emporter. Pour l'instant, il n'en a que 4 d'avance sur Aaron Farlow. Et Aaron Farlow qui lui dit exactement la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il faut qu'il reste dans les 10. Il faut qu'il reste dans les 10 minutes. Oui. Ouais. Ah, c'est très intéressant de voir ça. Alors, marqué bien sûr par sa chute, Romain, marqué psychologiquement, on ne le sait pas. On va pouvoir le vivre ensemble. Pour l'instant, est-ce qu'il est encore, à votre avis, compte tenu du laps de temps qu'il a séparé de la chute, sous cette influence-là? Normalement non. Normalement non, il est lucide, il a tout à fait répondu au caméraman, il a son plan de marche, donc son plan de marche est tout à fait établi, il est en train de le respecter, donc là la chute n'est qu'un mauvais souvenir. Visiblement son vélo n'a pas subi de dommages, donc il n'y a absolument plus aucun problème par rapport à ça. Aaron Farlow, deuxième position, Yvette Greis, leader de la course féminine et qui est désormais là dépassée par Diane Ressler à la fin de ce deuxième tour. Elle s'y attendait un petit peu, Yvette Greis. Elle sait qu'il y a 3 tours particulièrement ardus à réaliser ici. Et surtout, dit-elle, le troisième bien sûr, parce qu'il vient conclure une séance déjà physiquement dure. Donc elle préfère en garder un petit peu sous la pédale. Regardez le témoignage là, de ces images. Et Diane Ressler en position presque de recherche de vitesse dans la bosse, qui dit qu'elle va tenter de profiter au maximum de cette discipline, le vélo, qui est sa discipline fétiche, pour bien sûr marquer le coup et puis faire exploser la concurrence. C'est vrai qu'elle est en très très belle position, bon tempo, bon rythme, elle est revenue sur la tête de course assez facilement. Mais ces 3 tours, effectivement, peuvent être aussi difficiles à gérer mentalement. On passe la première fois, on sait quelles sont les difficultés, et puis plus la course avance, moins on est frais. C'est une lapalissade, mais sur ce type de distance, c'est une évidence, et on sait ce qu'il nous reste à faire. Donc il faut bien segmenter le parcours, l'approche mentale doit être très très précise, et il est vrai que sur ce type de distance, le mental a une influence énorme, et il faut être capable de gérer l'ensemble des paramètres et d'être capable de se réadapter si besoin est. Attention au virage, là, rapide descente en direction du village de Belmont. Et Diane Ressler, elle a évité de peu la sortie de route pour ce qui concerne Armin Hatzlinger, ce groupe d'âge, ce jeune athlète de 20 ans. Vous avez il son a nom, fait donc tout droit. Vous le dénoncez, d'accord, Et c'est oui. du propre. Il était derrière, là, il était, je dirais, bien calé dans la roue de Ressler. Il n'a pas
tellement étudié le parcours, il s'est laissé embarquer. Il faut dire que la trajectoire choisie pour franchir le virage n'était pas forcément la plus efficace. Ils sont partis, ils sont passés à la corde, inévitablement ils allaient être attirés vers l'extérieur. Absolument, pas suffisamment de possibilités de viser la sortie du virage. Mais quand même, on voit le revêtement est d'une qualité assez médiocre. Et le problème, c'est que les adhérences sont différentes en fonction des endroits où on se situe. Maintenant, voilà, il aurait fallu être beaucoup plus au centre pour gérer correctement ce virage. Là, il a eu peur de mettre de l'angle, mais regardez la qualité de la route, très compliquée. Voilà, ça chasse un peu, il a bloqué la roue arrière. Oups là, il va laisser un petit peu de gomme sur la route. Heureusement, il ne laisse pas de peau sur le bitume, puisqu'il a choisi l'herbe. C'était plutôt une bonne solution. Et puis le fait même qu'il y ait une légère descente, ça lui a facilité, je dirais presque, l'atterrissage. Il aurait pu avoir un choc sur l'épaule, avoir un problème d'acromio, et ainsi de suite. On choisit pas où on tombe en plus. On voit que c'est de l'air, mais on sait pas ce qu'il y a dessous. Et pas de chance, il n'y avait pas d'eau. D'habitude, il y a de l'eau ici, mais enfin bref. Ah d'accord, ça vous a fait rigoler. On retrouve la tête de course. Romain Guillaume en tête de la course. Romain qui a quelques difficultés depuis le kilomètre 130, 135. Il a des problèmes d'alimentation, il a du mal à tout simplement à pouvoir ingérer les gels, à se satisfaire de ce qui lui est proposé, et il éprouve un petit coup de moins bien. Aaron Farlow inévitablement lui revient progressivement. Elle est à la hauteur du kilomètre 160, 165 et la jonction est opérée. Et oui, c'est aussi l'un des gros paramètres de cette discipline. Il faut arriver à s'alimenter correctement en vélo. Voilà, Romain qui est dépassé, c'est plus du tout le même tempo. C'est aussi le principe sur des courses de cette longueur. On a des moments, des up and down, on a des hauts, des bas qu'il faut savoir gérer. Et l'alimentation sur le vélo doit permettre effectivement de pouvoir gérer la distance du vélo, mais surtout préparer le marathon qui va suivre. Et il est infiniment plus facile, notamment en termes de solide, de s'alimenter sur le vélo que sur la course à pied. Et il faut que la stratégie de ravitaillement soit bien préparée à l'avance aussi, avec un tempo. Les produits utilisés et le tempo d'ingestion doivent être testés à l'entraînement. Mais des fois en course, il se passe des choses qu'on n'avait pas prévues. Et surtout, la digestion, elle est individuelle. C'est-à-dire que chacun ne va pas digérer la même chose de la même façon. Et puis, ce qui est passé sur une course ne va pas forcément passer sur l'autre. C'est aussi l'un des paramètres essentiels de ces distances. Aaron Farlow qui met l'accent sur le fait que Romain Guillaume, bien sûr, elle a plutôt je dirais l'expérience d'un très bon cycliste et l'habitude surtout de réaliser de belles performances. Il a été un petit peu surpris, mais bon, ça fait partie des faits de course, comme le disait Laurent à l'instant. Il y a ces mésaventures et notamment ces problèmes de ravitaillement ou du moins de digestion qui parfois peuvent handicaper les coureurs. Et là, Aaron Farlow, il arrive dans l'aire de transition. Il était grosso modo à 15 km de cette aire de transition quand il a dépassé Romain. Et 15 km plus loin, il compte déjà 4 minutes d'avance. Oui, des défaillances de Romain, mais voilà, il faut qu'il s'accroche. Là, le mental va faire la différence. S'il a réussi quand même à s'alimenter au moins à minima, ça ne va pas forcément handicaper sa course à pied. Il a pensé à abandonner, c'est ce qu'il nous précise. Il a pensé à abandonner des milliers de fois. Il avait plus de jus, plus de batterie, plus de lumière, plus de gaz, il n'y avait plus rien. Et c'est juste un tout petit peu de, je dirais, hargne. Un tout petit peu. Énormément qui lui a permis d'aller chercher les quelques ressources utiles et indispensables pour atteindre l'aire de transition, parce que ça peut revenir. Non ? Complètement, ça peut revenir, mais c'est vrai que ces moments sont difficiles à gérer, surtout quand ils durent. Et ces moments de bas qui peuvent succéder, auxquels peuvent succéder des moments de haut et inversement proportionnels, évidemment. Mais ça peut revenir. Maintenant, c'est vrai qu'il nous a annoncé qu'il aurait aimé poser le vélo avec 10 minutes d'avance. Et là, Farlow pose le vélo devant lui, donc il connaît la qualité de coureur de Farlow, donc ça peut être compliqué, surtout quand on a pris un petit coup de moins bien dû à l'alimentation. On a vu Oliver Simon arriver en 3e position chez ces messieurs, 19 minutes de retard sur Farlow. Nick Sanders est en 4e position avec 22 minutes de retard. Là aussi, il y a une petite bagarre, une course dans la course entre le 3e et le 4e. Et puis quand on est 2e, c'est plus facile de se motiver que quand on a pris une petite hypoglycémie ou un coup de moins bien et qu'on est 50e. En tout cas, les bosses ne sont pas simples sur ce parcours. Et effectivement, les bosses ne sont pas simples et tous ces amateurs, je vous rappelle qu'il y a 1200 coureurs au départ ici inscrits cette année, ont largement le temps, eux, de profiter, même si, encore une fois, il ne faut pas aller au-delà des fameuses 17 heures. Le public qui est venu soutenir Yvette Grice, qui est chez elle, mais qui est en 2e position. Elle compte 10 minutes de retard sur Diana Ressler à la fin du parcours cycliste. La voici, Diana Ressler, qui atteint l'aire de transition. 5h26 de vélo pour l'athlète allemande.
très sereine sur le vélo. Est-ce qu'elle a été trop enthousiaste sur le vélo? Est-ce qu'elle aura suffisamment de ressources sur le parcours pédestre? Il m'a semblé qu'elle était sur un bon tempo, sûre de son fait, utilisant les bons braquets, bonne position. Elle avait l'air en gestion quasi parfaite. Deuxième place pour Yvette Grice, donc 11 minutes de retard. Troisième place. Et attention à cette jeune athlète allemande, elle aussi, Christine Müller, 5h37 à vélo, elle est en troisième position, elle compte 13 minutes de retard sur Diane Ressler, mais simplement 2 minutes de retard sur Yvette Grice. C'est une excellente coureuse à pied. Et regardez, vous sur l'avez ce plan dit, large, son profil, coureuse de cross et de 3000 steeple à la base. Et là on est à hauteur simplement du 38e kilomètre, donc on vient d'attaquer le marathon, on a commencé simplement... Enfin, il reste 38 km. Oui, on est effectivement du 38e kilomètre à réaliser, effectivement. Et en deuxième position, Yvette Grice n'a pas tout à fait la même foulée que celle que l'on a aperçue un peu plus tôt là sur la gauche de l'écran, Christine Müller, qui est en train de fondre sur sa proie, littéralement. Regardez la différence. Ah oui, ça va vite. Elle va très très vite. Encore beaucoup de qualité de pied. On va voir dans quelques kilomètres si c'est le cas, mais vraiment un petit gabarit, profil de coureuse à pied. Et c'est vrai, vous l'avez dit Vincent, en 4 km elle a repris 2 minutes. Donc elle va avaler Yvette Grice sans aucun problème. Maintenant, il faudra voir le rythme pour voir si elle est capable d'aller chercher les 13 minutes qu'elle avait au départ du marathon pour aller grignoter là-bas. Et il faut être patient aussi. Il faut être patient. Les minutes, les secondes se reprennent au fur et à mesure du temps. C'est aussi une gestion de l'effort, mais c'est aussi une gestion du temps et une gestion de son mental par rapport à ce temps. C'est ça qui est terrible. C'est qu'effectivement la journée est très longue, mais qu'il faut savoir travailler sur cette échelle-là, c'est-à-dire sur cette durée-là, et savoir que souvent les courses modifient ou changent de profil dans les dernières minutes, peut-être dans la dernière heure. C'est essentiel. Et voilà, Christine Müller qui pourrait profiter de ses grosses qualités à pied en se disant je vais essayer de revenir vite sur la tête de course et gérer derrière. Elle pourrait le payer, donc il faut aussi qu'elle soit patiente. Autant sur un court distance, vous avez 25 secondes à 5 km de l'arrivée, vous savez qu'il faut faire l'effort pour aller chercher la tête de course si vous voulez espérer monter sur le podium. Autant là, il faut toujours être en contrôle, toujours être bien sur son tempo, respecter son tableau de marche. Il y a peu de place pour l'euphorie, et l'euphorie sur ce type de distance est souvent synonyme de coups de moins bien par la suite. Regardez Diane Ressler, elle a dans ses mains, alors ce sont des gels je crois, mais c'est surtout des éléments qui lui permettent de se sentir plus à l'aise lorsqu'elle court. Bella Bellis a effectivement la même attitude, c'est-à-dire qu'elles ont besoin d'avoir quelque chose dans les mains pour essayer de les détendre un tant soit peu, parce qu'elles sont crispées, elles sont dans une logique de conquête ou de tentative de conquête, donc il leur faut un élément presque pour leur faciliter la tâche. Oui, et puis en prépa mentale, ça peut être aussi un élément qui les raccroche justement à cette course, qui les focalise, qui leur permet de détourner l'attention de l'effort en soi. On se souvient, il y a Snowsill qui court avec des petits bâtonnets, et Yann Reoula il y a quelques années qui avait fait un podium olympique et qui courait systématiquement justement avec des bâtonnets. C'est-à-dire que c'est un travail qui est fait à l'entraînement, qui est là pour décontracter le haut du corps, ne pas mettre un muscle qui n'est pas moteur, ne doit pas être contracté. Donc là en l'occurrence les épaules, le haut du corps doivent être absolument relâchés pour ne pas générer une perte d'énergie trop importante. Et puis si la prépa mentale est bien faite, eh bien on se focalise, on peut mettre son mental dans ces petits éléments qui font qu'on leur a donné du sens, et ça signifie quelque chose pour soi à partir du moment où ça a été travaillé. Ça va pas être suffisant pour ce qui concerne Diana Ressler. Nous sommes effectivement à une dizaine de kilomètres de la ligne d'arrivée de cet Ironman de Grande-Bretagne disputé ici à Bolton. Et regardez la différence. Catherine Müller en deuxième position est en train là aussi de faire, je dirais presque une seule bouchée de Diana Ressler. La différence de style, la différence d'allure, la différence de motivation à cet instant précis, elle est je dirais, survitaminée, Catherine Müller, au moment de dépasser Diana Ressler. Là, il n'y a plus de question. Et si son coach a bien fait son travail sur le bord de la route, elle était informée quasi en temps réel du temps qu'elle grappillait. Et là, il faut garder de la lucidité pour savoir, on a tant de minutes de retard, il reste tant de kilomètres, ça fait quel type d'allure par rapport à celle qui est devant. Est-ce que c'est possible, pas possible? Est-ce que je tente le coup, je tente pas le coup? Et là, il n'y a aucun souci. Elle est vraiment focalisée, pas un regard quand elle l'a doublé. Et puis le parcours, on l'a vu, 400 mètres, un peu plus de 400 mètres de dénivelé. C'est vraiment un parcours qui était fait pour elle avec ses qualités de coureuse à pied. Elle a encore énormément de dynamisme au niveau des jambes et son pied est très très bien en appui. Regardez ce visage, regardez cette concentration. Elle sent la ligne d'arrivée à sa portée. Pour ce qui concerne Aaron Farlow, c'est une évidence. Il ne lui reste plus qu'une bonne
centaines de mètres à effectuer. Deuxième expérience sur distance Ironman et première victoire pour l'athlète australien entraîné par Brett Sutton depuis cette saison. Troisième en Chine à Weihai, une victoire sur le CD de Nouméa cette année, comme il l'avait remporté déjà en 2008 ou 2009. Aaron Farlow qui s'inscrit de plus en plus dans une logique de conquête, lui aussi tourné directement vers Hawaï. Et oui, c'est l'objectif. On parlait de cette petite lutte entre la Fédération internationale et la WTC pour l'appellation championnat du monde. Mais il est vrai que même si Hawaï est à la base de la naissance et de la genèse de notre sport, la référence ultime, elle est vraiment là. Le sourire sur le visage d'Aaron Farlow, moins de 8h25 pour l'Australien. Très très bon temps. Ah, c'était une course super compliquée, super dure, super physique. Je voulais simplement finir. Moi, mon objectif c'était de terminer, mais là, prendre la première place, c'est dingue. Et regardez le temps réalisé, moins de 25, moins de 8,25. Ouais, pour ma deuxième engagement sur distance Ironman, c'est presque incroyable. Il est cuit, hein, il a donné ce qu'il pouvait donner. On a vu, il a franchi la ligne d'arrivée avec la chair de poule. Alors la chair de poule du contentement, de l'émotion, mais aussi peut-être on a souvent cette petite chair de poule qui monte quand on est limite hypoglycémie. Donc, mais il a pu profiter de ces derniers kilomètres assez sereinement. Et Romain qui s'est refait la cerise. Vous voyez, il a eu sans doute 10-15 kilomètres difficiles. Et puis là, il a maintenu sa place. Et ça commence à être intéressant, Vincent, parce qu'on commence à voir quelques Français là qui font des places. Bien sûr Patrick Vernet qui est là depuis quelques années, et puis les anciens comme François Chabot ou Hervé Faure, et puis Stéphane Poula qui va monter sur Ironman, l'expérience de Sylvain Sudré aussi, et là Romain, Cyril Viennot. Donc on a un petit peu de monde, ça va être intéressant dans ces 2 prochaines saisons. Est-ce qu'on a une chance de vous voir ici l'année prochaine? Ah, c'est sûr. Et je viendrai pour gagner, ça c'est certain. En tout cas pour l'instant, en ce qui concerne Romain, il a un programme chargé puisqu'il va être présent pour disputer l'Ironman du Wisconsin. Il avait pris une deuxième place l'année dernière. Il va enchaîner avec l'Ironman d'Arizona. Celui de Cozumel, ça c'est au mois de novembre. Il fera l'impasse sur Hawaï, même si cette perf lui permet d'être qualifié. Il a décidé d'emmagasiner l'expérience. Hawaï, ce sera pour 2012. Est-ce que c'est un bon choix? Oui, tout à fait. Il faut emmagasiner l'expérience, connaître le moment, on va dire négatif, la période négative qu'il a eu dans cette course doit lui servir d'expérience. Il faut capitaliser sur ses expériences positives et capitaliser aussi sur ses expériences négatives, trouver pourquoi c'est arrivé et ne plus refaire l'erreur si tant est qu'il y ait eu une erreur de commise. Et puis voilà, c'est cette expérience-là qui permet souvenez-vous de Mark Allen. On va pas faire les vieux schnocks du triathlon, mais Mark Allen a gagné Hawaï après 5 ou 6 expériences, dont une où il a fini à l'hôpital, une où il a saigné du nez. Voilà, donc sur ce type de distance, on est vraiment sûr, on emmagasine de l'expérience, on ne précipite pas, et Romain a tout à fait raison de ne pas précipiter sa participation à Hawaï pour aller là-bas dans les meilleures dispositions avec le maximum de chances de réussite. En tout cas pour l'instant Romain, il progresse, c'est une évidence. Son dernier record sur marathon lors d'un Ironman c'était 3h09 il me semble, et là il a réalisé un temps de 2h54, c'est plutôt pas mal. Troisième place pour Nick Sanders chez ces messieurs, pardon, et la victoire chez ces dames pour Catherine Müller, la première donc à en terminer ici à Bolton. Et qui fait une 10e ou 11e place au général. Effectivement, qui fait une très belle performance. Elle est satisfaite, écoutez. Regardez la petite chair de poule aussi. Alors ça peut être la température, mais bon, il y a aussi surtout l'émotion de la victoire. Catherine Müller. Souvenez-vous de ce nom, je pense qu'on sera effectivement amené à la croiser à nouveau sur ces rendez-vous Ironman. Et à quel moment de la course vous étiez certaine de l'emporter? Elle dit simplement à 8 km de l'arrivée. Et effectivement, Laurent, c'est ce que vous indiquiez tout à l'heure, c'était son coach, c'était son père en l'occurrence, qui lui donnait régulièrement les temps et l'attitude, je dirais presque le rythme à observer. C'est sa première victoire sur distance Ironman, elle le confirme, et c'est pourquoi elle est si heureuse. Ce ne sera pas ici, pour ce qui concerne Diane Rensler, la scène de sa première victoire sur Ironman. Elle doit se contenter d'une deuxième position derrière sa compatriote.
Belle course pour Diana Restler. Vous avez mené la course très très longtemps, jusqu'à presque la fin en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Et elle dit effectivement qu'elle n'a pas à rougir parce qu'elle fait un marathon en 3 heures et que c'est pas si lent que ça. Bon, effectivement, elle compte une bonne poignée de minutes de retard sur Catherine Müller, mais elle est très fière de cette deuxième place. Tout comme d'ailleurs Yvette Grice est fière de sa 3e position, elle qui s'était imposée ici même l'année précédente. Elle a quand même pris 20 minutes à pied. Hein. Elle a pris ça commence à compter. Elle s'est trompée de chemin, non? Elle est partie avec 13 minutes de retard, elle arrive avec un peu plus de 6 minutes d'avance. C'est vrai qu'il y a quand même une grosse différence de niveau. Allez, calculons sur 21 minutes, 42 km, ça fait 30 secondes au kilomètre quand même. Hein. Oui, c'est pas négligeable, c'est pas négligeable. Ce ne sont pas les mêmes, je dirais, ambitions ni les mêmes problématiques de course que ces amateurs ont en tête. Tout ce qui leur importe, quoique, pour certains, parce que quand on a commencé, c'est vrai qu'après on commence à se donner des objectifs différents, à vouloir essayer de gagner un petit peu de temps sur le record, sur le temps réalisé précédemment. Oui, et puis la grosse différence, on fait beaucoup de comparatifs avec le court distance, c'est que même ceux qui sont là pour la victoire, on regarde la start list, on sait qu'on est là pour faire une place, il y a aussi ce doute, on a vu la petite défaillance de Romain, il y a ce doute d'arriver à franchir cette ligne. Et cette problématique est exactement la même pour l'ensemble des 1200 concurrents, qu'on soit en 8h24 comme le vainqueur, comme Farlow, ou qu'on soit à la limite du temps de cut, là, à 17h. Ouais. C'est la même chose, Ce qui n'est plus du tout le cas sur courte distance. Et voilà, quand je vous disais que c'était aussi une aventure familiale, l'engagement sur ce type de distance est total. Et il faut être suivi par l'ensemble de sa famille. Et c'est des émotions que vous faites générer à tout votre entourage. Et c'est pour ça que les spectateurs restent présents sur cette ligne d'arrivée pendant de nombreuses heures après les premiers. C'est justement les pros qui viennent accueillir les amateurs. C'est parce qu'il y a une communion, il y a un échange, il y a une notion de partage. Alors on va peut-être pas non plus exagérer, mais c'est un moment effectivement qui est assez fort. Oui, on peut même enlever le mot assez, qui est très très fort, car on vient de passer beaucoup de temps, la journée est longue. Il a fallu passer par des états physiques et des états émotionnels qui sont différents. Souvent on va chercher, on va trouver des choses qu'on n'attendait pas forcément. Et puis il y a ce public, il y a sa famille. Et la volonté étant de terminer, l'abandon n'est pas une option. L'abandon peut arriver, évidemment, pour raison mécanique, pour raison de blessure ou d'épuisement. Mais normalement, sur ce genre de course, ça n'est pas une option. L'abandon n'était pas une option, ni même envisagé par Joe Townsend, ce vétéran de l'armée britannique, qui a été blessé lors de sa campagne en Afghanistan. Un drame bien sûr, mais Joe Townsend a intégré la fameuse team True Spirit et il a bouclé cet Ironman de Grande-Bretagne avec tout le soutien et l'émotion que ce franchissement de ligne d'arrivée confère. Ça a été si difficile pour lui, ça lui a demandé tellement de courage que c'est un exemple. Bien sûr, tous ceux qui étaient au sein du Team True Spirit ont bénéficié d'un encouragement, d'un soutien absolument incroyable et c'est absolument fabuleux. Les minutes s'égrènent, 17 heures au total, on insiste, mais à un moment donné il faut que ça s'arrête, il faut qu'il y ait des règles. Et pour ceux qui sont dans les derniers là, derrière, il faut là encore une fois essayer de trouver les petits soutiens, les regards, les encouragements, je dirais tout simplement les moments qui vont vous permettre de passer au-delà de la difficulté, au-delà de la douleur, tout simplement pour aller jusqu'à cette limite. Et des fois, la motivation va se nicher dans des choses complètement inattendues. Alors souvent, l'une des méthodes est de se projeter sur le ravitaillement suivant. Je vais au ravitaillement suivant, puis quand je l'ai eu, je vais au suivant, etc. Mais des fois, il se passe tellement de choses dans la tête de ces concurrents, et des fois des choses tellement surprenantes que la motivation, on vient se raccrocher à des choses qu'on n'attendait pas forcément, et qui restent du domaine de l'expérience, et quand on sait les gérer, qui restent du domaine de l'expérience ultra positive. Ils sont unanimes, ça c'est sûr et certain, pour dire et insister sur le fait que la présence du public
la présence de ces spectateurs est essentielle pour eux, a été essentielle pour eux pour, je dirais presque, trouver les ressources utiles et nécessaires pour aller jusqu'au bout, parce qu'ils sont au bord de la route, on ne les connaît pas, et ils n'ont aucun lien avec vous, et ils sont là tout simplement pour vous emmener, parce que c'est ça qui se produit, c'est qu'on vous porte jusqu'à cette ligne d'arrivée, et ceux qui n'y croyaient pas, ben voilà, trouvent tout simplement la fougue nécessaire, la fougue presque incroyable pour aller jusqu'au bout. Et comme vous le disiez Vincent, même sans connaître la personne, ni ceux qui sont derrière les barrières, ni ceux qui sont en train de courir, c'est le partage d'un moment, ici et maintenant, ensemble. Alors, moi je suis derrière la barrière, j'encourage, moi je suis sur la route et je suis en train de courir, mais on est en train de partager quelque chose de fort. Et c'est vraiment le symbole de ce type de distance, et ce symbole qui existe depuis 1978 à Hawaï et qu'on connaît très très bien, et qui sont toujours des moments très très forts. Prochain rendez-vous sur l'antenne de Sport Plus, le triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez, mercredi prochain, le court distance dès vendredi. Une petite finale. Exactement. Salut à tous. Merci Vincent, au revoir.